Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. Quelle comédie. La Comédie Française présente Quelle comédie, un podcast produit par Judith Chen et réalisé par Andrea Vilchange et Zélie d'Allemagne. Et bienvenue, c'est Quelle comédie, le podcast qui chaque semaine jette un coup de projecteur sur ce qui fait l'actualité de la comédie française. Alors si vous nous êtes fidèles, vous savez que la comédie française, eh bien ce sont 4 salles. À Paris, la salle Richelieu Place Colette, le théâtre du Vieux-Colombier, le studio théâtre sous la pyramide du Louvre. Et à l'international, n'ayons pas peur des mots, une scène numérique, elle aussi foisonnante, proposant une variété de contenus assez vertigineuse avec des lectures d'intégrales, des poèmes, des rencontres, des contenus pédagogiques, des archives et des théâtres à la table filmés par Clément Gobert. Eh bien, c'est de cela que nous allons parler cette semaine et en bonne compagnie, car j'ai la joie de recevoir le 517e sociétaire de cette belle maison, Christian Gonon. Bonjour. Eh oui, 517 déjà. Alors, quel automne, j'oserais dire quand même. Le Suicidé, Macbeth, Le Soulier, là aussi, juste, alors à vous tout seul, hein, une actualité foisonnante. Ce Soulier, je me permets juste d'y revenir une seconde, parce que vous aviez justement fait un théâtre à la table sur Le Soulier. C'était la 4e journée, vous ? Oui, c'est ça. C'était la première fois à dire que j'étais en position de directeur artistique. C'est un peu flambant, mais disons que j'ai essayé de rassembler les énergies de tous mes camarades pour faire cette 4e journée. C'est une journée qui dure 3 heures, 3 heures et quart, je crois. Elle est assez longue. Et voilà, donc j'ai eu une première expérience sur le plateau de Richelieu, puisque à cette époque, on pouvait utiliser... Les 4 journées se sont faites sur le plateau. C'est ce qui a peut-être donné l'idée à Eric après de continuer et de dire tiens. Il s'est dit c'est peut-être possible. Pourquoi pas voilà. le mettre en scène. Donc c'est un autre espace maintenant, puisqu'on fait des théâtres à la table dans la salle de répétition du Vieux-Colombier. Donc c'est un petit peu passé de l'Opéra de Paris au Théâtre de Poche. C'est un grand lieu. Mais on voilà, réduit les géométries, mais le principe est donc toujours le même, c'est-à-dire une semaine, peut-être un tout petit peu plus avec le jour où finalement la pièce est jouée, tournée, etc. Mais c'est une semaine, texte en main, à la table donc, alors plus ou moins de façon littérale, on peut être sur la table, sous la table, à côté de la table, mais enfin bon, l'idée, il faut qu'il y ait une table. Avec en effet un directeur artistique de la troupe qui choisit ses camarades et qui monte donc un texte pour qu'au bout d'une semaine de travail, ce texte soit donné dans son intégralité et d'un seul jet. C'est-à-dire s'il y a une reprise, on bute sur quelque chose, etc. C'est comme si on était sur scène. Oui, c'est une condition de direct. C'est-à-dire que le tabou, c'est d'arrêter. Enfin, on peut arrêter et reprendre. Hein. Je me suis beaucoup posé la question d'ailleurs sur ce principe-là. Quand on fait... Si on revient au premier dogme de ce théâtre à la table, ce que Eric avait dit, c'est la dernière lecture de la pièce avant d'aller sur le plateau. Donc on a fait un travail dramaturgique, on a vu les rapports entre les gens, les situations, mais on a le texte devant nous. Mais je me souviens, dans certaines dernières lectures, le metteur en scène pouvait encore intervenir. On dit attends, on reprend. Oui, ça c'est très bien, on le garde pour la prochaine fois. Où il disait une didascalie. Il n'y avait pas cette pression. Ah oui, parce que là, la dernière lecture, c'est la fin du spectacle en fait. Oui. Donc, c'est la première, c'est le jour de la première. C'est la première. Ouais. Et j'ai dit tiens, bon voilà, déjà il y a. J'aimerais dans le travail qu'on va faire sur Musset peut-être. Mais on ne peut pas l'enlever, cette pression, parce qu'il y a 4 caméras de partout, il y a le son, donc on est obligé d'être... En même temps, elle fait naître quelque chose, sans doute. Et ça, c'est toujours quand même cette force-là du direct. Alors, vous l'avez évoqué juste comme ça, Musset. Oui, en effet. C'est Musset, c'est de lui qu'il s'agit, Alfred de Musset, et d'une pièce en particulier. On ne badine pas avec l'amour, badine pour les intimes. Je crois qu'au théâtre, on dit « t'as joué Badine, t'es sur Badine, t'es dans Badine ». Bon, eh bien, Badine. Badine, est-ce que c'est un ouvrage, vous, Christian, que vous portez en vous depuis longtemps ? Alors oui, paradoxalement, enfin pourquoi paradoxalement ? J'aime bien ce mot. Paradoxalement, oui. Je crois que c'est un des premiers
texte classique, dit romantique, que l'on m'a proposé quand j'avais 16 ou 17 ans, à mon premier cours de théâtre. Je n'avais pas encore fini ma croissance, j'étais dans une période d'acné absolument volumineuse. On m'a dit, tu vas jouer un jeune premier. Je dis, ah bon, c'est quoi un jeune premier? C'est un vieux professeur qui était passé par l'Odéon. C'était à Toulouse, hein, je précise. Et tu vas jouer Perdiccas, enfin, tu vas travailler Perdiccas. Donc je l'ai lu, effectivement, je trouvais ça magnifique dans cette adolescence, de tous ces mots que je ne comprenais pas, mais qui commençaient à se mêler à des sentiments amoureux aussi. C'était une sorte de découverte parallèle. Oui, complètement, Ouais. ça allait avec ma vie. Comme disait Jouvet, il faut mettre un peu de vie dans son théâtre et un peu de théâtre dans ta vie. Voilà, c'était mêlé. Et donc cette fameuse scène de la petite fontaine, où il y a des interventions aussi de lettres à George Sand, et cette fameuse dernière parole de Perdiccas, on est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière, etc., etc. Et donc je l'ai travaillé, et effectivement, j'ai adoré. Alors j'avais une idée du romantisme peut-être un peu... romantisme de jeunesse, hein, on se jette là-dedans. J'ai souffert souvent, je me suis Oui, trompée voilà, quelques voilà, fois, voilà, mais voilà. j'ai aimé, paf, paf. Je crois que je l'ai apprise très vite, et puis je l'ai sortie à quel moment, quand j'avais la larme à l'œil ou qu'on me quittait. Bah oui, on m'a quitté. Mais ça a été une vraie rencontre aussi de théâtre. Dire, pourquoi on me propose ça? Alors, c'était aussi un cours où il y avait très peu de garçons, donc je jouais aussi Argan, on jouait tout et n'importe quoi. Mais Perdiccas m'avait marqué. Et d'ailleurs, c'est hors antenne, on en parlait quand je suis arrivé à Paris. Très vite, au bout de 2 ans, je suis tombé chez un bouquiniste qui avait l'intégrale de l'œuvre de Musset, reliée, cuir, et qui coûtait, je m'en souviens à l'époque, plus de 1 000 €, ce qui était presque un mois de salaire de petit boulot, et je l'avais acheté, parce que ça m'avait tellement marqué. Il y a la poésie aussi. Oui. Ouais. Il y a tout. Ah ouais. Les nuits de Musset, Toi, femme et le son, Enseveli dans l'ombre, avec tout ça, toute cette mythologie. Puis d'autres pièces aussi, Les Caprices de Marianne, Laurentatio. Et alors, pour rester sur Badine, il se trouve qu'après, donc je suis parti de Toulouse et je suis revenu une dizaine d'années après le jouer avec une compagnie régionale, et mis en scène par un copain que j'avais rencontré au Club Théâtre du lycée de Toulouse. Donc ça faisait comme un retour. Lui était passé aussi professionnel, mais il était resté à Toulouse. Donc on l'a créé. Et j'étais pas revenu à Toulouse depuis, quand je l'avais quitté, mes parents n'y étaient pas encore. Et bon voilà, je voulais Paris. Et donc je suis revenu sur tous les lieux de mon enfance. C'est-à-dire que j'ai travaillé à l'américaine. Donc je suis allé dans mon école primaire que je trouvais toute petite. Exactement. C'est proustien. Oui, mais ce que dit Perdiccas, il dit, comme cette fontaine est petite, comme ces prairies me semblent... voilà. Et un retour à l'enfance de cette chose-là qui avait travaillé. Alors je crois que j'ai traversé ce rôle avec le souvenir de ce premier rôle que j'avais travaillé. Et enfin, j'avais la chance de le jouer. Puis après, voilà. Et l'enfance, c'est vrai, pour Perdiccas, il y a ce côté Éden perdu quand même. Mais oui, complètement. C'est magnifique. Et il dit, quoi, pas un souvenir, Camille, pas un seul. Ouais. Il est désespéré. Il est désespéré qu'elle ait tout mis de côté. Oui. C'est une pièce qui est quand même assez ramassée, une pièce rapide, en 3 actes, que Musset a écrite en rentrant d'un voyage à Venise avec George Sand. Donc, je me disais aussi, en pensant à votre parcours au français, que l'étau se resserrait de petit à petit sur cette œuvre de Musset, parce que vous avez monté un peu successivement, mais il y avait Gabriel, donc, de George Sand, qui était mise en scène par Laurent Delvert. Mais avant, il y avait aussi eu Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, avec Jennifer Decker, aussi mise en scène par Laurent Delvert. Ils sont donc deux ouvrages, entre George Sand et Musset. Et puis, il y a eu Un théâtre à la table, qui était, lui, dirigé par Nicolas Lormeau, Les Caprices de Marianne, dans lequel vous étiez
Claudio. Claudio, exact. Ouais, c'est ça. Ah oui, de Perdican, je saute à Claudio. Bah oui, c'est Bah, ça, 517e sociétaire. C'est une vie, exactement. Mais voilà, donc finalement, d'une certaine façon, tout converge vers cette pièce-là. Est-ce que vous pourriez nous en raconter l'histoire? Peut-être dire quand même à ceux qui nous écoutent, vous êtes en ce moment au travail, c'est-à-dire pas encore au travail avec les comédiens, au travail vous, afin d'affiner la vision que vous avez de ce Badine. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous y voyez? Comment vous lisez cette histoire? Après, j'imagine beaucoup de réflexions. Aujourd'hui, vous la lisez comment, cette histoire? Qu'est-ce que ça raconte si vous deviez la résumer à ceux qui nous écoutent? Alors, il y a l'histoire déjà simple, l'argument. Un baron qui a un fils qui s'appelle Perdican et qui veut marier son fils à sa cousine, Camille. Camille est partie au couvent faire son éducation, donc elle doit avoir, elle a 18 ans, elle le dit je pense que Perdican en a à peu près 18, 19. Lui, il est trois boules, je sais pas quoi, il est docteur. Oui, même, il a fait des études. Oui, mais il était très précoce, il a eu son bac à 16 ans. Oui, disons, allez, 20 ans, mais ils ont joué ensemble. Donc, peut-être 2 ans d'écart. C'était le baron s'attend à ce qu'ils se marient, qu'ils aient des petits-enfants, que lui soit grand-père. Le monde ne bougera pas, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Il se trouve que voilà, ça ne va pas se passer. Les retrouvailles sont moins heureuses que prévu. Sont moins heureuses. Il y a 2 éducations différentes. Camille sort d'un couvent, elle a une éducation très stricte. Ce qui est dit aussi dans la pièce, c'est ce qu'elle dit à Don Juan, à Perdican. Je pense à Don Juan parce que Perdican peut être aussi... oui, carrément, d'ailleurs. Oui, en effet. Et Rosette, qui est un personnage très important, peut être Charlotte dans Don Juan. Voilà. Ouais. Donc, et Camille a eu non seulement une éducation assez stricte, mais est tombée sur des religieuses qui lui ont parlé de l'amour en termes pas très enviables. Dire, tiens, il vaut mieux peut-être ne jamais connaître un homme, tellement j'ai souffert avec les hommes que j'ai connus. Donc, amour égale souffrance pour Camille. Pour Perdican, c'est un peu différent. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il a déjà été amoureux? Ou il a été amoureux, mais est-ce qu'il a vraiment aimé? Ça, c'est une question, on peut y apporter une réponse, mais il a eu peut-être la vie ou le début de vie que Musset avait. Vie de débauche, prostituée, alcool, fête... Donc, ils ne sont pas au même niveau déjà d'expérience amoureuse. Donc ça va être un choc. Il y a aussi le renoncement de l'enfance aussi de Camille. Et elle dit d'ailleurs, je ne suis pas assez jeune. Alors c'est quoi cette phrase? Je suis trop vieille pour faire ça, mais pas assez vieille pour faire ça. Enfin, elle est entre les deux, elle se situe, mais l'enfance, ça ne l'intéresse plus. Elle veut grandir. Peut-être que les hommes grandissent moins aussi. Ils disent, je suis encore un gamin. Enfin, j'aime bien jouer, mais j'aime bien aussi faire l'adulte. Mais c'est central aussi, cette idée d'enfance, ce territoire perdu. D'ailleurs, nous, comédiennes, est-ce qu'on veut faire ce métier pour rester encore dans l'enfance? Moi, je crois que oui, il y a toujours ce plaisir du jeu. On ne veut pas le quitter. Donc ça nous ramène, même si être vieux sans être adulte, comme dirait Brel. Et donc, la rencontre ne se fait pas. C'est une pièce sur l'effondrement, pour moi. Tout s'effondre. En fait, tout paraît très bien au début, voilà. Oui, parce que c'est même drôle au début. Je veux dire, il y a des personnages qui sont des fantoches. Ça commence à l'acte 1 avec quand même des choses assez drôles et ça finit quand même très, très noir. C'est une tragédie, oui. Rosette est sacrifiée, vraiment. Jeune, je ne l'avais pas perçue. Je dis, bon, Rosette, on n'en a pas parlé. Rosette, c'est quand même un personnage central parce que d'une certaine façon, c'est la victime d'un stratagème sentimental. Ouais. Entre Perdican et Camille, chacun, d'une manière ou d'une autre, essaye de s'approcher ou de fuir celui qui lui est promis, qu'il aime ou qu'elle désire ou qu'elle refoule. C'est très, très compliqué. Et justement, tout le nœud est là. Et en fait, ils se servent de cette pauvre Rosette, un peu l'agneau sacrifié, vous l'avez dit, pour essayer de
mettre l'autre face à son sentiment le plus originel, en fait. C'est une manière de s'obliger. Oui, et c'est Perdiccand le premier qui voit en Rosette une sorte d'idéal de pureté, ce que cherchait aussi Musset, hein, un amour simple, pur, sans considération. C'est un peu Marguerite d'Anfaust aussi. Aussi, oui, tout à fait. Et Rosette, elle est là, elle est simple. Elle n'a pas les mots MOTS et peut-être vécu les mots MAUX de Camille au couvent, ou la projection, puisque en fait c'est que de la projection. Camille n'a jamais souffert, elle a souffert à travers les autres. Et Rosette, elle est simple, et tout d'un coup Perdiccand retrouve et son enfance et peut-être un idéal d'amour, mais c'est ça l'amour. On va vivre à la campagne tous les deux, ça sera simple. Tu m'aimes, je t'aime. Elle dit, je vous aimerai du mieux que je peux. Lui, il fait des grands discours sur l'idéal. Nous nous aimerons. Je ne sais plus quelle est la phrase. J'ai perdu mes lunettes, j'ai mes notes. Ça ne sert absolument à rien. Elles sont là. Mais il y a une très très belle phrase. Nous nous aimerons, nous nous aimerons, nous nous aimerons dans l'idéal de... Voilà. Nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Il dit ça à Rosette. Elle dit oui, bon, je vous aimerai. Elle, on lui a jamais dit ça. On lui a jamais dit ça. C'est quand même magique. Donc et il veut y va croire. Fondre. Il veut y croire. Elle va dire oui, elle va fondre. Et puis Camille va se servir de Rosette. Ah bon, il t'a dit ça? Ben viens, je vais te montrer que en fait c'est pas toi qui l'aime. Est-ce que Camille, si moi je vous dis que je la trouve orgueilleuse et un peu desséchée comme ça par une forme de cérébralité un peu excessive, vous trouvez que c'est juste ou c'est too much? Oui, mais je l'excuse. Oui, ils sont tous les deux orgueilleux et égoïstes dans leurs sentiments. Ils ne voient pas les dégâts collatéraux. Ils s'en foutent complètement. Ils essayent de réparer, mais ma petite Rosette, on va te marier. Un côté paternaliste déjà d'une autre classe sociale aussi. Mais t'en fais pas, tiens, garde la chaîne en or. Tout va bien, on va te trouver un mari, un bon paysan. Hein, une condescendance quand même là-dedans. Et c'est ce que dit Camille à Rosette. Et Perdiccand, tiens bon, non, je vais l'épouser. Enfin, l'orgueil monte et la supercherie d'eux-mêmes, vis-à-vis d'eux-mêmes, croît de scène en scène. Il pourrait à un moment donné se sauver. À un moment donné, Perdiccand dit, écoute-moi, dis-moi ce que tu as à me dire. Non, et chacun s'en fait. Il pourrait dénouer tout ça à un moment donné, avant de sacrifier Rosette. Ils veulent pas. C'est une descente aux enfers. Oui. Et puis bon, dramatiquement... ça sert la pièce aussi. C'est un moteur, évidemment. Puis qu'il faut aller jusqu'à cette mort. Ça y est, vous l'avez dit. J'ai spoilé. Non, mais la mort de l'enfance, la mort de... Non, mais c'est ça qui est fou, c'est cette espèce de raccourci d'urgence, en fait, où on voit en effet ces personnages qui, les uns les autres, à leur manière, à la fois ont envie de se brûler. Donc en ça, il y a ce côté aussi très romantique, qui peut être séduisant, évidemment. Mais il y a quelque chose de très noir aussi. Et je crois avoir lu quelque part que c'est François Beaulieu qui vous a fait voir le noir de Musset. Oui. François Beaulieu, qui est de cette maison, donc qui a été mon professeur chez Périmoni. Il m'a fait voir le noir de Musset, puis Claudel aussi. C'est les deux auteurs que je lui dois où il m'a ouvert les yeux, ouvert la conscience sur ce que c'était. Et puis, c'est vrai que c'est un noir, même quand je l'ai joué, je l'avais vu, mais pas aussi puissamment. Puis c'est une pièce qui a été montée de différentes façons aussi. C'est Jean-Pierre Vincent qui l'avait montée très socialement, très, 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 très noir. On peut le monter burlesque aussi avec les personnages du baron, des curés, les deux curés qui se disputent, qui sont très aussi shakespeariens. Et tout. Quand je parlais d'effondrement, c'est tous les milieux s'effondrent. Le baron, lui, comprend rien à ce qui se passe. C'est l'effondrement de son monde, de l'ancien monde. Il a besoin de se réfugier dans sa chambre pour essayer de mettre ses idées au clair. Oui, mais il ne comprend rien à rien. Les deux curés, ils pensent qu'à manger et à boire et à avoir la meilleure place, ce qui donne une vision de la religion quand même qui est terrible. Même la vision que Camille rapporte aussi de la religion est terrifiante. Et alors...
Oui, aussi, c'est vrai, avec Dame Pluche qui est desséchée. Qui est un personnage aussi comique. Comique, et puis... qui est la suivante, comment on peut dire, la suivante de Camille ou la oui, camériste de Camille, la protectrice, quand elle la sort du couvent, elle va l'y ramener. Mais oui. Non, mais justement, je me demandais, Christian, quand on a comme ça une œuvre qu'on doit donc mettre en scène, hein, parce que c'est un peu ça, le théâtre à la table, en effet, les corps sont moins sollicités. Enfin, quand même, il y a une idée de mise en scène. Qu'est-ce qu'on raconte? En effet, vous le disiez, le rapport entre les gens, etc. Est-ce que Camille, par exemple, qui est un personnage complexe, quand on arrive à la fin, on découvre une certaine Camille. Et moi, je me disais, si je repense à sa première parole, qui est « excusez-moi », est-ce que on relit à ce moment-là la pièce à l'aune de la fin de cette pièce, et donc on charge, entre guillemets, Camille, dès le départ, d'une forme de poids, de désir refoulé, ou bien on se laisse porter par l'écriture d'acte en acte, en subissant, si je puis dire, les surprises Ça, c'est des questions que je me suis posées, que je me pose toujours. J'ai pas forcément de réponse. Qu'est-ce qui se passe dans ces deux êtres la première fois qu'ils se voient? Je crois qu'il y a une forme de coup de foudre refoulé, mais il faut surtout pas le jouer. Mais ils se voient. La vue de Perdiccas, ça va à l'encontre de tout ce qu'on lui a dit. Donc, surtout pas. Ils ne se sont pas vus depuis 10 ans. Oui. Hein. Ouais. Donc, ils sont quittés mômes. Ouais. Encore une fois, j'ai revu... je jouais beaucoup dans les Pyrénées. J'allais en vacances dans les Pyrénées et je jouais à plein de choses tout seul ou avec des copains ou des copines. Il y a des gens qui vivaient dans ce petit village, dont une jeune fille qui jouait avec moi depuis l'âge de 4 ans. Mais un jour, elle est devenue femme aussi. Et je suis pas revenu pendant quelques années. Quand je l'ai revue, elle était mariée. Et puis moi, je faisais du théâtre à Paris. Mais j'avais tous les souvenirs de jeux où elle faisait le sergent Garcia quand je faisais Zorro, elle faisait les Indiens quand je faisais le cow-boy et vice-versa. On se posait aucune question de sexe, de genre. En plus, elle restait dans ce village et elle était encore plus... près de la nature que moi qui était en ville. Et j'imagine ces deux êtres qui ont joué ensemble se retrouver transformés. Et on se dit, ils sont assez beaux l'un et l'autre. Ils ont quelque chose Quel est ce premier regard et comment ils cachent cette chose-là? Lui sous une désinvolture. Salut Camille, on peut s'embrasser. On est cool, quoi. Et comme ma sœur, je suis comme ton frère. Ouais, on est frères, on est sœurs. Tout. Mais je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qu'il ne veut pas. Non, je ne veux pas tomber amoureux de ma cousine. De toute façon, je vais l'épouser. Et s'il l'épousait, qu'est-ce qui se passerait? On l'épouserait, il la mettrait à la maison, il continuerait sa vie de débauche. Il y a un côté assez genré aussi dans la vision de l'amour, parce que c'est quand même... dit, connaissez-vous le cœur des femmes, dit Camille. Voilà, le cœur des femmes est différent du cœur des hommes. Du 19e. Mais c'est comme le baron, quand il dit « vous parlerez latin ». Elle comprendra rien. Oui, tant mieux. Ouais. Justement, les femmes, moins ça comprend, plus c'est super. Ouais, on n'a pas dit quand même que c'est Marie Aupert qui va jouer Camille et c'est Fayet-Bois qui va jouer Perdiccas. Il y a évidemment d'autres rôles, mais comme on a beaucoup parlé quand même de ces deux personnages qui sont et Edith Proust qui joue aussi. Rosette. Le trio, ça marche un peu par trio. Il y a le trio Baron Blasius Briden, ce trio amoureux. Le chœur, qui est aussi très très important. Le chœur, c'est H-O-E-U-R, et le chœur, C-O-E-U-R. Les deux sont très importants, parce qu'en effet, il y a un chœur, c'est vrai, et puis le chœur est quand même, chez Musset, une sorte de personnage avec lequel il discute. Il est personnifié, ce chœur, hein. C'est un peu comme une muse, quoi. C'est quelqu'un avec qui il peut réfléchir. Il y a quelque chose de très chaud. Oui, ça bat. Et pour revenir donc à ce que vous disiez sur les deux protagonistes, Cépha a l'âge de Musset quand il l'a écrit. Et c'est une pièce qu'il ne connaissait pas. Donc c'est superbe. Il va découvrir quelque chose. Moi, j'arrive avec une expérience, je ne dis pas une connaissance, mais une expérience et plein de questions. Et Marie était Marianne. Et Marie était Marianne dans le théâtre à la table. Exactement. Et
et je sais qu'Édith aussi porte Rosette, a un rapport avec Rosette particulier. Et je suis impatient, parce que j'ai pas eu le temps de réunir toute la distribution encore, de voir le rapport de chacun à cette pièce. Est-ce qu'il y a quelque chose, je la connais pas, j'ai travaillé ça, j'ai voulu la monter, j'ai voulu la jouer, je l'ai jouée. Qu'est-ce qui se passe avec cette pièce-là qui met sur le feu le sentiment amoureux et l'explosion, en fait, puisque le drame vient qu'ils explosent tous les deux de ne pas avoir su mettre des mots là-dessus. Ils se sont échappés, ils disent non, je ne serai pas. Ah, t'es amoureuse, oh, mais moi aussi. Comme des gamins, en fait. Hein. Tu m'aimes pas, je t'aime pas, je te donne ma chaîne. C'est presque puéril. Mais là où tout s'effondre, c'est qu'en fait, tout le monde y perd. C'est ça qui est tragique. Bah oui. En fait, c'est un peu comme dans Cyrano. Personne n'est heureux. Tout le monde s'est loupé. C'est terrible. Et 5 mots à la fin, qui tout d'un coup, ça se termine avec 5 mots tragiques. Il n'y a plus rien à une sorte de violence, de brutalité, de culpabilité partagée aussi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très, 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 très brutal. Et ça me rappelait aussi la fin de Marianne, qui est aussi très brutale. Je ne vous aime pas, Marianne, dit Octave. C'est Claudio qui vous aimait. Ouais. Là aussi, c'est raté. Non, c'est Lio. C'est Lio. Claudio, oui, c'est Claudio, c'était vous. C'est moi. Mais je l'aimais aussi. Hein. Oui, je l'aimais mal, mais je l'aimais. Exactement. C'est ça. Donc ça, c'est aussi cette capacité qu'il a à tout à coup faire que ce cœur que vous évoquiez s'arrête, quoi. Ouais, tout s'arrête. Et ça laisse le spectateur... Et d'ailleurs, le chœur, C-H-O-U-E, dès la première scène, il dit... pourrions-nous retrouver dans l'homme l'enfant, puissions-nous retrouver dans l'homme, puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme. Ça, c'est le chœur qui dit ça, pas à Perdiccas, mais à Maître Blasius, qui lui dit il est super, il est formidable, il est... Et déjà, cette phrase-là est prémonitoire de... Si l'enfant s'était resté vraiment... Chez eux deux, peut-être qu'il n'y aurait pas eu, de toute façon, il n'y aurait pas eu de pièce. Donc c'est complètement inintéressant. Le bonheur au théâtre est inintéressant. Alors voilà, vous allez retrouver toute une belle troupe taillée sur mesure pour chacun de ces rôles. Vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez, il y a à la fois des grandes scènes, en plus la scène de la fontaine, genre scène de conservatoire qu'on apprend, une sorte de scène étalon pour pouvoir mesurer l'acteur qui est en train de devenir, des personnages tragiques, des personnages comiques, il y a tout ça, théâtre à la table, que nous pourrons voir sur le site de la Comédie Française à partir du 3 mars. Et c'est aussi l'occasion de remplir une des missions de la Comédie Française qui est de servir aussi les textes qui sont au programme du baccalauréat. Ça fait partie donc de cette mission éducative. Merci beaucoup, Christian. Avec plaisir. Merci. Au revoir. C'est la fin de cet épisode, réalisé par Andrea Villechange et Zélie d'Allemagne. On se retrouve lundi prochain, 8h, avec un nouvel épisode de Quelle comédie. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.